On dit souvent que la nuit du Nouvel An est faite pour oublier l'année passée et célébrer l'avenir. Mais pour certaines personnes, cette nuit marque le début d'un traumatisme qu'ils n'oublieront jamais. Entre les routes verglacées, les rencontres impossibles et les chalets isolés, voici 3 histoires vraies qui se sont déroulées un 31 décembre. Histoire 1. La femme sur la route. C'était il y a environ 6 ou 7 ans. Ma vie était un peu chaotique à l'époque. C'était le soir du réveillon, et je sortais encore avec mon ex Léa. Nous rentrions d'une fête chez des amis à elle, près d'Annecy, dans les Alpes. Il était bien plus de minuit. On était fatigués. Je sais que conduire le soir du Nouvel An n'est pas l'idée du siècle, mais on n'avait pas le choix. Il n'y avait plus de place pour dormir là-bas. Le trajet devait durer 30 minutes. Il avait neigé toute la journée, donc les routes étaient quasi désertes, mais couvertes de verglas. Léa dormait sur le siège passager. J'avais mis le chauffage à fond et une playlist rock pour ne pas m'endormir. On était à 10 minutes de chez elle, sur une petite route bordée de forêt, quand c'est arrivé. Je ne sais même pas comment décrire ce que j'ai vu. Une seconde, la route était vide. La seconde d'après, il y avait une femme, debout, pile au milieu de ma voie. Elle ne traversait pas. Elle était juste là, face à ma voiture, immobile, comme si elle nous attendait. J'ai freiné avant même de comprendre ce que je voyais. Les phares l'ont éclairée en plein visage. Elle pleurait, ou elle criait, son visage était tordu par la rage. Et dans sa main droite, le long de sa jambe, elle tenait un énorme couteau de cuisine. J'ai donné un coup de volant sec vers la droite pour l'éviter. Mais au moment où je suis passé à sa hauteur, elle s'est jetée sur la voiture. J'ai entendu un bruit sourd. Elle avait frappé la carrosserie. Avec le verglas, j'ai perdu le contrôle. La voiture a fait un tour complet sur elle-même. On a fini par s'arrêter dans le sens inverse. Léa s'est réveillée en hurlant. J'ai regardé à travers le pare-brise. On faisait maintenant face à la femme. Elle était à 10 mètres. Elle boitait vers nous, le couteau toujours à la main, éclairé par mes phares. Elle hurlait un truc incompréhensible, un cri horrible, comme un animal. Elle avait l'air vide, comme si c'était un cadavre qui marchait. J'étais tétanisé. Léa me criait de faire quelque chose. Quand la femme est arrivée à 5 mètres, mon instinct de survie s'est réveillé. J'ai passé la première et j'ai écrasé l'accélérateur. Les pneus ont patiné sur la glace pendant une seconde interminable. Puis la voiture a bondi en avant. J'ai cru qu'on était sauvés. J'avais tort. Je ne sais pas comment elle a fait pour bouger aussi vite. Elle s'est jetée sur le capot. La voiture a tremblé. Léa hurlait. Cette femme s'agrippait à mon capot d'une main et avec l'autre, elle frappait mon pare-brise avec son couteau. Encore et encore. Son visage était collé à la vitre, ses yeux fixés dans les miens. J'ai donné des coups de volant gauche et droite comme un fou. Au 3e virage, elle a lâché prise. Je l'ai vue rouler sur le bitume et finir inerte sur le bas-côté dans mon rétroviseur. J'ai voulu m'arrêter. Je me suis dit que je venais peut-être de la tuer. Mais Léa m'a attrapé le bras. Elle était toute pâle. Elle m'a dit « Ne t'arrête pas, on s'en fout, on rentre ». J'ai dit qu'il fallait appeler la police. Elle m'a répondu froidement « On a bu 2 verres, ils ne nous croiront jamais. Ils vont dire qu'on l'a renversé. On rentre ». Sa froideur m'a glacé le sang. J'ai conduit jusqu'à chez elle. On n'a jamais appelé la police. J'ai guetté les journaux locaux pendant des semaines. Rien. Pas de corps retrouvé. Le plus effrayant n'était pas la femme au couteau, c'était la réaction de Léa. 2 jours après, elle agissait comme si de rien n'était. On a rompu peu de temps après. Je ne pouvais plus la regarder en face. Histoire 2. Le bug de la matrice. Cette histoire s'est passée l'année dernière. J'ai fait mes études à Lyon avec un gars génial, Thomas. Après le diplôme, je suis monté travailler à Paris et lui est parti en Australie, à Sydney, pour un PVT. Malgré la distance, on est resté très proches. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sydney a 10 heures d'avance sur Paris en hiver. Quand il est minuit le 31 décembre à Sydney, il est seulement 14 heures de l'après-midi à Paris. Thomas fête le Nouvel An alors que je suis encore en train de déjeuner. Ce soir-là, j'étais à une grosse soirée sur un rooftop à Paris. Vers 23h30, j'ai rencontré une fille au bar. Le courant est passé tout de suite. Elle s'appelait Maëlys.
Je lui ai fait répéter parce que c'est un prénom que j'aime bien. Elle était graphiste, elle venait de Nantes. Elle m'a raconté plein de trucs. Elle avait un chat qui s'appelait Sushi. Son père était avocat spécialisé en brevets. Et elle avait une petite cicatrice sur le sourcil gauche. On a passé la nuit ensemble. On est rentré chez moi. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, elle n'était plus là. Bizarre, mais ok. Sauf que ma porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. C'est une vieille serrure, il faut la clé pour fermer. Si elle était sortie, elle aurait dû avoir ma clé. Mais ma clé était sur la table de nuit. J'ai fouillé l'appart, personne. Fenêtre fermée. C'était impossible. Dans l'après-midi, j'appelle Thomas en Australie pour lui souhaiter la bonne année. Il me raconte sa soirée. Il me dit qu'il a rencontré une fille géniale à Sydney, mais qu'elle a disparu le matin même sans laisser de traces. Je rigole et je lui dis « Mec, pareil pour moi à Paris ». Il me dit « C'est dingue, elle s'appelait Maëlys ». Mon sang s'est glacé. « Attends, Maëlys comment ?» Il me décrit la fille. Blonde, petite cicatrice au sourcil gauche, graphiste. Je commence à paniquer. Je lui demande « Elle t'a parlé de son chat ?» Il répond « Ouais, un nom de bouffe japonaise, Sushi ». On a comparé nos notes pendant 20 minutes. Tout collait. Le père avocat, la ville d'origine, Nantes. Thomas avait même une photo d'elle sur son téléphone, prise à Sydney devant l'opéra. Il me l'a envoyée. C'était la fille qui avait dormi dans mon lit, à Paris. Sauf que Thomas l'a rencontrée à Sydney à minuit heure locale. Moi, je l'ai rencontrée à Paris à minuit heure locale. Il y a 10 heures d'écart réel. Un vol Sydney-Paris prend 22 heures minimum. Même si elle avait sauté dans un avion à la seconde où elle a quitté Thomas, elle n'aurait jamais pu être à Paris pour minuit. C'est physiquement, mathématiquement impossible. Pourtant, c'était la même fille. Et dans les deux cas, elle s'est volatilisée d'une pièce fermée. Thomas et moi, on en parle encore. On a cherché Maëlys, graphiste Nantes, partout. Elle n'existe pas. Histoire 3, les lumières sur le lac. Cette histoire vient de mon père. Avant ma naissance, lui et son meilleur ami, Marc, adoraient le ski. Ils avaient acheté des parts dans un chalet au Québec, au bord d'un immense lac. Le genre d'endroit magnifique l'été, mais dangereux l'hiver. C'était un soir de réveillon, le 31 décembre. Ma mère n'était pas là, donc mon père et Marc avaient décidé de passer le nouvel an entre hommes là-bas, à boire des bières et profiter du calme. Il faisait moins 20 degrés dehors. Le lac était gelé, recouvert d'une épaisse couche de neige. Vers 23 heures, ils étaient à l'étage du chalet, qui avait de grandes vitres donnant sur le lac Noir. Soudain, un flash de lumière aveuglant a illuminé toute la pièce. Mon père a cru à un feu d'artifice. Mais la lumière ne venait pas du ciel. Elle venait du sol, du milieu du lac gelé. Et il n'y avait aucun bruit. Marc s'est levé et a collé son front à la vitre. « Il y a quelqu'un sur le lac », a-t-il dit. Mon père a regardé. Effectivement, on distinguait une petite silhouette sombre sur la glace, à une centaine de mètres. C'était un enfant. Ils ont ouvert la fenêtre pour écouter. Et là, ils ont entendu une voix d'enfant, claire et terrifiée, qui hurlait « Aidez-moi, papa !» Mon père et Marc n'ont pas réfléchi. Ils ont enfilé leurs manteaux et leurs bottes et ont couru vers le lac. Ils avançaient difficilement dans la neige profonde. Le cri continuait. Quand ils sont arrivés à environ 30 mètres de la silhouette, il y a eu un deuxième flash, une lumière blanche, intense, silencieuse, qui est sortie de la glace elle-même. Mon père a dû fermer les yeux. Quand il les a rouverts, il n'y avait plus personne, plus d'enfants, juste la neige vierge. Pas de trous dans la glace, pas de traces de pas autres que les leurs. La peur les a pris aux tripes. Ils ont fait demi-tour et ont couru vers le chalet aussi vite que possible. Marc courait devant. Soudain, il s'est arrêté net en pointant le chalet du doigt. « Là-haut, regarde !» À la fenêtre de l'étage, celle qu'il venait de quitter, il y avait une silhouette. C'était un petit garçon. Il les regardait courir, immobile derrière la vitre. Mon père a senti ses jambes flancher. Ils sont rentrés dans le chalet, ont fouillé partout, un couteau à la main.
Il n'y avait personne. Les portes étaient verrouillées. Cette nuit-là, ils n'ont pas dormi. Mon père jure qu'à plusieurs reprises, il a entendu un rire d'enfant venant des murs. Le lendemain matin, ils ont fait leurs valises et sont partis. Ils ont vendu le chalet l'année suivante. Mon père ne sait toujours pas ce qu'était cette lumière, mais il est sûr d'une chose, ce n'était pas humain. Voilà pour ces 3 histoires. Laquelle vous semble la plus terrifiante? La folle sur la route, la fille qui défie les lois de la physique ou l'enfant sur le lac? Personnellement, l'histoire de Paris et Sydney m'empêche encore de dormir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, bonne année!